Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Il y a environ 2 semaines, le 4 août plus exactement, une explosion meurtrière à Beyrouth a fait au moins 171 morts et plus de 6500 blessés et a causé des dégâts considérables aux bâtiments des quartiers alentours, transformés en ruines chancelantes. Quelle est l'origine de ce drame? Quelles en seront les conséquences politiques et économiques sur le Liban? Pour en parler, je suis avec Marwa Nakib, étudiante à l'École supérieure de journalisme de Paris. Marwa Nakib, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, comment avez-vous vécu cette explosion meurtrière et dévastatrice depuis la France? Oui, c'est vrai que au début, ça a été le choc parce qu'on vit la vie normale, on fait nos courses, etc. Et puis, je reçois des images sur mon téléphone de notre maison qui est un peu cassée, les vitres cassées, les meubles par terre, etc. Et j'ai très peur. Parce que votre famille vit à Beyrouth, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous avez appris l'explosion combien de temps après? Tout de suite, parce que c'était ma mère qui avait tout de suite déclenché, qui avait tout de suite envoyé à moi et à ma sœur et à mon frère, parce qu'on vit tous les trois, chacun dans un pays. Du coup, j'ai tout de suite appelé, c'était un peu la panique, on ne savait pas ce qui s'était passé. Surtout qu'on avait déjà vécu beaucoup de guerres au Liban. La première réaction, c'était d'appeler tout de suite, de m'assurer que qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais panique. C'était ça la première réaction. Vous étiez en France, votre sœur dans un autre pays? Ma sœur et moi, nous sommes en France. Et mon frère étiez en France toutes les deux, oui, au moment de l'explosion. Et mon frère est au Canada, donc mais les 3 enfants ne sont pas au Liban. Du coup, bien sûr, on a peur quand nos parents sont au Liban, quand quelque chose pareil se passe. Bien sûr. C'est la panique parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et voilà. Et heureusement que votre maison, en fait, n'a pas été touchée. Heureusement qu'on n'a pas été touchée, mais il y a eu beaucoup de dégâts chez des amis à moi. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de familles qui ont... Des gens que vous connaissez qui sont morts? Moi, heureusement, non, je ne connais personne qui est mort, mais quand je regarde les nouvelles, il y a plus de 171 morts ou peut-être 200 maintenant. Je ne connais plus les chiffres exacts. Et beaucoup de blessés, plus de 6000 blessés à peu près. Les gens sous les décomptes, des gens disparus, c'est vraiment un drame pour le Liban. Alors, comment vos amis et proches qui étaient sur place au moment de l'explosion ont réagi? Est-ce que vous avez eu des échos de leur part? C'est un peu la même chose parce que au Liban, on est toujours en contact plus ou moins, donc tout le monde appelle tout de suite, s'envoie des messages sur ce qui se passe et sur les groupes WhatsApp surtout. Mes amis parlaient sur les groupes juste pour s'assurer que tout le monde va bien et on essaie d'appeler la personne qui est toujours manquante. Heureusement, il y avait un ami à moi qu'on n'avait pas retrouvé pendant 2 heures, mais en fait, il avait perdu son téléphone parce qu'il était au bureau et le bureau est cassé plus ou moins. Et donc, il y a eu un véritable... Les vitres sont cassées, tous les meubles sont tombés. Il a dû s'échapper du bureau, il a oublié son téléphone, donc il ne pouvait pas vraiment nous répondre. Et même moi, depuis la France, j'essayais d'appeler parce que j'avais eu peur de perdre mes amis aussi. C'est une panique incroyable parce qu'on se sent tellement faible et tellement impuissant parce qu'on est loin. Et en fait, vous n'avez jamais connu un tel drame depuis que vous êtes né, on va dire. Mais si. C'est plus grave que ça? Le Liban a eu la guerre civile de 1975 à 1990. Donc, en fait, on a grandi pendant la guerre. Et les explosions, on connaît parce qu'il y avait les tirs israéliens régulièrement pendant ma jeunesse, pendant mon enfance plutôt. Et donc oui, on connaît, ça me rappelle un peu une explosion qui est arrivée en 89 ou 88, j'avais 5 ans peut-être. Et c'était un peu la même chose, les meubles par terre, les meubles partout, les vitres cassées. Et j'étais en train de jouer avec mon frère à l'époque, mon frère qui a 1 an de moins que moi. Et voilà, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais je me rappelle très bien du moment de l'explosion, comment les vitres sont cassées, le miroir cassé, les lits sautaient par terre.
Ouais. Alors, de l'aveu même du Premier ministre libanais démissionnaire, le nitrate d'ammonium était stocké dans un entrepôt du port de Beyrouth depuis 6 ans, sans mesure de précaution. Pourquoi, selon vous, la classe politique libanaise n'avait pas fait ce qu'il fallait pour éviter un tel drame? Ça aurait pu être évité quand même. Ça aurait sûrement pu être évité. Je pense que c'est surtout un problème de négligence. On est face à un gouvernement qui, ça fait des années, ne travaille pas. On a eu un déclin économique qui a été continu depuis à peu près 2012 au Liban. On a mis des gens au pouvoir, malheureusement, qui n'ont pas fait leur boulot, leur travail. Et voilà, quand le gouvernement ne travaille pas, qu'il y a de la négligence, que personne... Pourtant, on a dénoncé, parce qu'il y a eu une investigation l'année passée, et on a dénoncé les 1750 tonnes de nitrate d'ammonium, parce qu'on a dit que c'était dangereux. Maintenant, ce qui a fait exploser et arriver à cette explosion, on ne le sait pas. Il y a une investigation internationale qui va avoir lieu, mais quand même, ça aurait sûrement pu être évité s'il n'était pas question de négligence. Et c'est ça le grand problème du gouvernement, la négligence. Voilà. Donc bien avant l'explosion, il y avait déjà eu des enquêtes, des investigations pour alerter le gouvernement sur une éventuelle, on va dire, l'explosion, sur ce danger-là. C'est surtout après l'explosion qu'on a su ça, parce qu'on ne le savait pas avant. Donc quand l'explosion a eu lieu, on a repris les dossiers anciens, on a su... Le peuple libanais a su... C'était caché sous le tapis, en fait. Oui, voilà, c'était caché sur le tapis. Le peuple libanais a su qu'il y avait déjà eu des alertes il y a 2 ans et il y a 1 an sur ces 1750 tonnes, mais rien n'a été fait. Extrêmement dangereux, en fait. Et c'était le même gouvernement à l'époque. Non, ce n'était pas le même gouvernement, c'était le gouvernement de Hariri. Et, qui a démissionné en octobre 2019. Mais maintenant, c'est le gouvernement de Hassan Diab. Depuis février 2020. Eh bien, on va entrer un petit peu plus dans les détails pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre en fait le contexte politique libanais. Lors de sa visite à Beyrouth, le président français Macron a appelé à un nouveau pacte politique au Liban en dénonçant vigoureusement la corruption. Alors, il y a 2 questions qui se posent. De quel nouveau pacte politique s'agit-il ? Déjà, il faut savoir que le Liban repose sur un système politique confessionnel. Ça veut dire que le président de la République doit être élu chrétien maronite, le Premier ministre doit être musulman sunni et le président du Parlement doit être musulman chiite. C'est ça, c'est l'accord du Taïf qui a été signé à la fin de la guerre civile libanaise, qui a fini en 90, qui a mis ces termes. Et donc, du coup, ça nous pose un vrai problème au Liban parce qu'il n'y a pas vraiment de système de méritocratie. On élit nos chefs, nos dirigeants, basés sur leur religion. Ça, c'est un vrai problème. Et je pense que le pacte politique dont on parle maintenant, c'est d'abolir l'accord de Taïf ou de changer l'accord de Taïf pour pouvoir arriver à un gouvernement plus méritocratique. Voilà. Est-ce possible, à votre avis ? Je l'espère. Est-ce que le pays avait déjà connu un gouvernement plus, on va dire, élu au mérite? Non, pas du tout. Jamais. Parce qu'on a eu la guerre civile libanaise qui a duré 25 ans à peu près. Et depuis, ça a été le cas. Et les mêmes dirigeants politiques de la guerre sont restés. Ils ne sont pas partis. Donc, on a réélu les mêmes dirigeants qui ont en fait plus ou moins participé et causé la guerre civile au Liban. C'est ça le vrai problème du Liban. Et dans ce cas-là, peut-on parler d'une élection au suffrage universel au sens propre du terme? On l'espère bien. Maintenant, le vrai problème, c'est en fait le peuple libanais le veut. L'unanimité du peuple libanais le veut. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans la rue pour manifester. Oui. Et c'est pas seulement depuis l'explosion en fait. C'est depuis octobre 2019 qu'on descend dans la rue, qu'on demande que le gouvernement change. Maintenant, Saad Hariri a démissionné. Maintenant, Hassan Diab a démissionné. Il y a plusieurs députés qui ont démissionné et membres du gouvernement. Mais il y a encore le grand problème, c'est le président de la République qui en fait, c'est des courants... Qui est toujours en place. Oui, voilà. Et qui n'a même pas réagi face à l'explosion. Donc, le président français Emmanuel Macron est arrivé au Liban. Il a fait un discours politique face aux Libanais, alors que notre président de la République, à nous, ne nous a même pas parlé de ça. Il n'a pas dit au peuple libanais « Nous sommes ensemble, on va reconstruire le Liban ».
Ça ne s'est pas passé. Et donc le peuple libanais, il est vraiment déçu. On est dans la déception, on est dans la colère, on est dans le refus parce qu'on veut changer de gouvernement. Il aurait dû être le premier à lancer un appel de solidarité à la nation libanaise. Voilà, et c'est ce qui montre, parce que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Ben voilà, c'est aussi de la négligence. C'est un peu du laisser-faire. C'est ça le problème du gouvernement, c'est de la négligence, du laisser-faire. Et ça a mené à une crise politique, crise économique, crise sociale, à dévaluation de la livre libanaise depuis octobre 2019 de 80% à peu près. On va y revenir. Oui. Hein. Alors, donc, le président Macron, il a appelé à un nouveau parti politique et en même temps, il a dénoncé vigoureusement la corruption. Alors, de quelle corruption s'agit-il? Je dirais c'est un peu la même chose, c'est aussi la corruption politique. Vu qu'on a réélu les mêmes dirigeants qu'on avait pendant la guerre, ces dirigeants, on le sait au Liban, on le sait. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'argent qui passe sous la table. Des dessous de table pour élire telle ou telle personne, représentant tel ou tel courant, n'est-ce pas? Voilà, et même les aides internationales qu'on a reçues. Parce qu'on a aussi reçu l'accord pour les fonds de Cèdre il y a quelques années. Mais en fait, ces fonds n'ont jamais été déboursés parce qu'il y avait des conditions de réforme économique et sociale au Liban que le gouvernement libanais a promis d'établir afin de recevoir les fonds de Cèdre, ce qui n'a jamais été fait. Parce que c'est des fonds, je ne sais plus le montant exact, mais c'est des fonds qui auraient aidé au développement économique du Liban. Fonds internationaux? C'est des fonds internationaux, oui. Il n'y a pas eu de, on va dire, de surveillance? Et il n'y a pas eu de surveillance, et donc du coup, vu que les réformes nécessaires n'ont pas été faites, le Liban n'a pas eu droit à ces fonds internationaux. Et en plus du fait que les donations internationales qui arrivent au Liban à travers le gouvernement libanais, en fait, les fonds disparaissent, elles sont utilisées pour d'autres objectifs. C'est ça le problème, c'est ça la corruption. C'est extrêmement grave. Hein? Oui. Quel message le président français a-t-il souhaité transmettre en se rendant à Beyrouth, à votre avis? Je pense surtout que le message, c'est que la France se tient en solidarité avec le Liban. Ça, c'est un message très important, c'est surtout ça. Il y a eu beaucoup d'autres interprétations. On a parlé de mandat français, mais je ne pense pas que les Libanais le veuillent. Non, je pense que c'est une très petite minorité qui voudrait un mandat français. On est un peuple souverain et je suis sûre et certaine qu'on indépendant, souverain, et qu'on pourrait se relever et reconstruire notre pays. Bien sûr, on a besoin de l'aide vu que le pays s'écroule, vu qu'il n'y a pas les moyens économiques de le refaire, vu que la dévaluation et que les gens ont perdu leur maison maintenant. Déjà, il y avait la dévaluation de la livre libanaise, comme je vous avais dit, de 80% à peu près. Donc, les gens n'avaient vraiment pas besoin de ça. C'est le plus mauvais moment pour avoir une crise pareille, une explosion pareille, dévastatrice. Ouais, alors que les gens déjà souffrent assez de la crise économique. On ne peut rien acheter au supermarché, tout a augmenté de prix, il y a eu l'inflation. Le coronavirus aussi. Hein. Ouais. Et le coronavirus a aussi aggravé la situation. Bah, justement, vrai. Alors, quelles seront selon vous les conséquences politiques et économiques de cette explosion sur le Liban? Je pense que c'est une catastrophe. Maintenant, ça dépend aussi comment on utilise les fonds internationaux qui sont en train d'arriver. Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu beaucoup de fonds, mais à travers les associations non gouvernementales. Et j'ai même plusieurs amis à moi qui créent des fonds de collecte internationaux, d'amis à l'étranger, de Libanais à l'étranger, parce qu'il y a une grande diaspora libanaise dans le monde. Et donc, on crée des fonds partout au Liban pour essayer d'assembler de l'argent, mais le peuple pour le peuple, afin de reconstruire. Mais justement, afin que l'argent ne va pas dans les mauvaises mains. Voilà, justement. Et donc, j'espère bien que peut-être c'est la fin de la crise économique du Liban, de la crise politique, et que cette catastrophe va aider à réveiller les dirigeants, à réveiller nos dirigeants pour qu'ils partent. Je pense qu'il faut vraiment reconstruire, sinon on arrive à un point de non-retour. Voilà. Alors, donc,
Et vous qui êtes banquière de formation peut-être, hein, vous avez Oui, une double formation en finance et aussi en journalisme. Eh bien, comment analysez-vous les conséquences économiques de cette explosion sur le Liban alors? Par exemple, au niveau monétaire, s'il y a eu beaucoup de conséquences, par exemple? Bien sûr, je ne pourrais pas évaluer le niveau des fonds qui seraient nécessaires pour reconstruire. Ça, je ne peux pas l'évaluer. C'est au niveau macro. Hein. Oui, voilà. Mais après… Et au niveau individuel, est-ce que ça a eu beaucoup d'impact sur votre vie personnelle? Sur du point de vue monétaire, par exemple. Vous parlez de l'explosion ou de la crise financière? En fait, la crise suite à l'explosion. Oui. Est-ce qu'il y a eu tout un coup beaucoup de dévaluation de la monnaie libanaise? La dévaluation de la monnaie libanaise a commencé en octobre 2019. C'était juste après la révolution qui a commencé parce que les gens libanais n'avaient plus accès à leur argent dans les banques. Et à cause de la corruption et du manque de liquidité. On est arrivé à un certain point où on ne peut plus retirer de l'argent en dollars, ce qui est toujours le cas, ça n'a pas changé. Ça a mené à une dévaluation de la livre libanaise d'à peu près 80%. Donc la livre 80%, libanaise, oui, la livre libanaise qui était fixée au dollar. Ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. En plus d'une inflation d'à peu près 40%, on a eu… 40%? Oui. Depuis combien de temps? Depuis octobre 2019 aussi. Et ça augmente. C'est énorme. Il faut savoir que la livre libanaise, elle était fixée au dollar, au taux de 1 dollar égale 1500 livres libanaises depuis 1990. Donc il y a un fixing, on va dire, un fixing. Ça a toujours été fixé depuis… ça a toujours été le fixing. Depuis 1990, depuis la fin de la guerre civile et depuis octobre, ça s'écroule. Ça s'écroule. On a plus de valeur dans la livre libanaise. Donc, et vu que le Liban, c'est un pays qui est basé un peu sur les imports, on n'a pas vraiment de production nationale, les gens souffrent beaucoup parce que tous les produits sont importés. Et quand tu importes en dollars et que les gens n'ont pas de dollars pour payer en dollars parce qu'ils n'ont pas accès à leur argent qui est en devise étrangère, ça crée un vrai problème parce que tout est soudain plus cher. On ne peut plus se permettre d'acheter des non-nécessités, on va dire. Et il y a eu même un reportage… Les produits de première nécessité même. Oui, voilà. Il y a même eu un reportage à la télé française montrant les frigos vides de la population libanaise. Les Libanais montrent « mon frigo, il est vide. Je n'ai pas de quoi acheter pour manger ». Et ça, c'est une vraie crise. Mais ce n'est pas l'explosion qui a causé cette crise. C'est une crise qui… L'explosion, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'à court terme, à votre avis, avec l'aide internationale qui arrive de partout, on pourrait espérer une amélioration de la situation? Je l'espère. Il y a une vraie mobilisation au Liban. Oui, il paraît qu'il y a beaucoup de solidarité qui s'exprime. Hein. Oui, il y a beaucoup de solidarité. Il y a vraiment une mobilisation partout dans les régions libanaises pour collecter de l'argent, pour reconstruire, pour aider les gens qui ont été blessés. Parce qu'il y a aussi eu des hôpitaux qui ont été touchés. Donc, on n'a pas pu soigner les gens comme il faut parce que les hôpitaux aussi sont il paraît que la moitié des hôpitaux ne sont pas opérationnels. Voilà. Les hôpitaux qui sont proches du port ne sont pas opérationnels. Donc ça, c'est un vrai problème. Et il y a de l'aide médicale et sanitaire qui arrive des pays étrangers, mais je ne sais pas si ça va être assez. Le peuple libanais veut un gouvernement qui lui rassure de l'emploi pour les jeunes, de l'éducation pour tout le monde, de l'aide médicale, les hôpitaux à des prix normaux, abordables, et puis la fin de l'inflation, le retour à une situation économique normale et la fin de la corruption, parce que tout ce qui se passe au Liban, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, on se pose des questions. Ça, c'est un vrai problème, ce n'est pas transparent, on n'a pas eu de budget gouvernemental depuis plusieurs années maintenant. On ne sait pas où notre argent va. Moi-même, je suis en France pour le moment, mais voilà, mon argent, il est bloqué au Liban. On ne sait pas si on va revoir notre argent. Et ça provoque vraiment la colère chez les Libanais qui ont travaillé toute leur vie. Et voilà, tout le travail de leur vie part en vain.